Château de Versailles, résidence privée. La petite Juliette Montmorency, 8 ans, paralysée depuis la naissance, observe depuis son fauteuil roulant à 100 000 € pendant que Pierre, l'agent d'entretien, joue avec sa fille Léa sur le tapis persan. 20 millions dépensés en traitement, 17 spécialistes internationaux, 4 prix Nobel consultés, tous s'accordaient, elle ne marcherait jamais. Mais à cet instant, alors que la milliardaire Isabelle Montmorency entre en hurlant de renvoyer cet homme, l'impossible se produit. Le pied droit de Juliette bouge, 2 centimètres vers Léa. Le premier mouvement volontaire en 8 ans de vie. Parce que parfois le miracle ne vient pas de la médecine millionnaire, mais d'un père qui gagne 1 000 € par mois et d'une enfant aux chaussures trouées qui voulait juste une amie. Pierre Dubois franchit le seuil de l'hôtel Montmorency avec les mains gercées par l'eau de Javel et le dos courbé par 10 heures de travail. 42 ans, veuf depuis 3 ans, père célibataire de Léa qui grandissait chez les grands-parents pendant qu'il nettoyait les palais des riches parisiens. L'hôtel particulier de l'avenue Foch était un monstre de 6 000 m², 20 pièces qui sentait la richesse ancienne et la solitude moderne. L'agence l'avait envoyé comme remplaçant d'urgence avec des règles strictes, ne jamais parler, ne jamais regarder, ne jamais exister au-delà du strict nécessaire. 1 200 € par mois pour être un fantôme efficace dans la maison d'Isabelle Montmorency. 35 ans de perfection chirurgicale, héritière d'un empire pharmaceutique de 4 milliards, veuve d'un magnate du pétrole mort, en lui laissant 3 autres milliards. La première fois qu'il vit Juliette, le cœur lui manqua. L'enfant était immobile dans son fauteuil roulant technologique, un concentré de technologie NASA qui coûtait comme un appartement dans le Marais. 8 ans de beauté fragile, cheveux d'ébène, yeux bleus saphir, emplis d'une intelligence prisonnière. Les jambes immobiles sous le plaid en cachemire, paralysées depuis la naissance par une paralysie cérébrale que 20 millions de traitements n'avaient pas effleurée. Pierre développa une routine silencieuse. Il arrivait à 6 heures quand la maison dormait, nettoyait toujours là où Juliette pouvait le voir. Il commença par de petits gestes clandestins, origami en papier toilette qui devenaient des signes, fleurs oubliées stratégiquement, ombre chinoise quand la lumière le permettait. Juliette l'observait avec une faim de contact humain, et quand il lui fit un clin d'œil violent tout protocole, elle faillit sourire. Faillit. Après 3 mois survint l'impardonnable. C'était samedi, les grands-parents malades, la garderie fermée. Pierre amena Léa au travail, la cachant dans le placard à balai, avec l'iPad déchargé et la supplication de rester silencieuse. Léa, 7 ans d'énergie pure et vêtements des puces de Saint-Ouen, tint 5 minutes avant de s'échapper en poursuivant un papillon. Il la trouva dans le grand salon, à 3 mètres de Juliette. Les fillettes se fixaient comme des extraterrestres de planètes opposées. Léa brisa la glace avec une simplicité désarmante, demandant si ce fauteuil pouvait voler comme celui des X-Men. Le silence qui suivit fut électrique, puis survint le premier miracle. Juliette rit. Un rire véritable, cristallin, qui emplit l'hôtel particulier comme cela n'était pas arrivé depuis des années, et elle prononça son premier mot en 2 ans. Non, Léa ne se démonta pas. Elle dit que c'était dommage, qu'elle aurait voulu voler, mais qu'elle savait faire le poirier. Et elle se lança dans des culbutes désordonnés sur le tapis persan à 100 000 €, ignorant le sacrilège. Juliette rit encore, puis fit l'impossible. Elle tendit la main vers Léa. Quelques centimètres de mouvement volontaire qui contredisaient 17 diagnostics. Le cri d'Isabelle quand elle entra pouvait briser le cristal. La scène qu'elle vit était son pire cauchemar. Cette petite pauvresse dans son salon, sa fille qui riait, de faux espoirs qui germaient. Elle ordonna à Pierre de disparaître immédiatement, menaça avec des avocats et la ruine, mais pendant qu'elle criait, survint le miracle que 20 millions n'avaient pas acheté. Juliette bougea le pied droit, 2 centimètres délibérés vers Léa, et un mot clair, « Reste ». Le silence tomba comme un couperet. Isabelle se figea en voyant sa fille bouger à nouveau le pied, 3 centimètres cette fois. Léa,
avec l'innocence qui tranche à travers toute complexité adulte, dit simplement que Juliette voulait juste une amie pour jouer. Les larmes sillonnèrent le visage parfait d'Isabelle, tandis qu'elle comprenait la vérité dévastatrice. Sa fille n'avait pas besoin d'un autre spécialiste à 100 000 €, mais d'une enfant aux chaussures trouées et d'un père qui croyait au miracle. Isabelle ne dormit pas pendant 72 heures, assise dans son bureau à fixer des rapports médicaux qui coûtaient plus que des appartements. Tous s'accordaient sur l'impossibilité de mouvements volontaires. Et pourtant Juliette avait bougé le pied, 2 fois, vers cet enfant des puces. Le détective privé fouilla la vie de Pierre. Veuf, épouse morte de leucémie, crédit minimal, fille brillante malgré tout, travaillait 16 heures par jour pour survivre. Pas de vice, pas d'ombre, juste un homme qui se brisait le dos pour sa fille. Le 4e jour, Isabelle fit l'impensable. Elle descendit aux cuisines du personnel à l'aube. Pierre était déjà là, polissant l'argenterie qui n'était pas la sienne par pure dévotion. Ils se regardèrent vraiment pour la première fois. Elle avoua que Juliette continuait à bouger ce pied vers la porte, comme en attente. Il répondit que Léa dessinait pour Juliette chaque jour, la considérait déjà comme une amie. La résistance d'Isabelle s'effondra. Elle permit à Léa de revenir, 1 heure par jour, supervisée. Le premier après-midi fut révolutionnaire. Léa entra en ignorant Monet et Stradivarius, alla droit vers Juliette avec des Barbies des puces, une avec un bras en moins spécial, justement pour ça. Elle joua avec abandon total, parlant pour les deux, créant des histoires où des princesses en fauteuil roulant sauvaient le monde. Après 20 minutes, le 2e miracle. Juliette tendit la main et prit une Barbie. Première action volontaire complexe en 8 ans. Isabelle, cachée derrière une colonne, étouffa un sanglot. Pierre, feignant de nettoyer le même vase depuis une demi-heure, vit sa fille opérer des magies que la médecine ne pouvait expliquer. Les semaines se transformèrent en routine miraculeuse. Juliette progressait. D'abord les mains, puis les bras, ensuite le torse. Le professeur Yamamoto, venu de Tokyo pour 150 000 €, étudia des heures de vidéos, concluant que ce n'était pas de la médecine, mais quelque chose d'inexplicable. L'enfant avait trouvé une raison de bouger. 2 mois plus tard, la confrontation inévitable. Isabelle convoqua Pierre dans son bureau, lui avec les chaussures encore humides d'eau de Javel, elle impeccable dans son tailleur à 10 000 €. Elle demanda combien il voulait pour continuer à amener Léa. La réponse le grava dans l'histoire. Il ne voulait pas d'argent, Léa venait par affection, l'amour ne s'achète pas. Isabelle resta sans voix. Cet homme qui gagnait en 1 mois ce qu'elle dépensait en sac refusait une fortune. Il expliqua que Juliette ne s'était pas bougée pour 20 millions, mais pour une enfant aux chaussures trouées, et cela devait la faire réfléchir. Ce soir-là, Isabelle fit l'impensable. Elle descendit jouer. Léa l'invita avec un naturel désarmant. Juliette la regarda avec espoir. Pendant 1 heure surréaliste, l'héritière milliardaire joua au Barbie sur le sol dans son tailleur à 10 000 €. Quand Juliette tendit la main pour toucher celle de sa mère, premier contact volontaire en 3 ans, Isabelle pleura de vraies larmes, pas par script, mais par miracle. Le moment crucial arriva un jeudi. Juliette essaierait de se lever. Les médecins discutèrent de risques infinis. Pierre trancha net. Elle devait essayer. Avec Léa tendant les mains, Pierre d'un côté, Isabelle de l'autre, Juliette mit les mains sur les accoudoirs. Le visage se contracta par l'effort surhumain. Millimètre après millimètre, elle se leva. Elle resta debout 3 secondes en regardant Léa. Puis les jambes cédèrent, mais Pierre la rattrapa au vol. L'enfant avait gagné. Pendant 3 secondes, elle avait été verticale dans le monde. Léa sautait en criant victoire. Isabelle s'accrocha à Pierre sans s'en rendre compte. Il n'était plus la milliardaire et l'agent d'entretien, mais 2 parents unis dans le miracle. Ce soir-là, Juliette se traîna seule jusqu'au canapé. Elle demanda à sa mère si Léa et Pierre pouvaient vivre là. Elle expliqua avec une simplicité dévastatrice qu'ils la voyaient comme Juliette, pas comme les jambes cassées de Juliette. Isabelle embrassa sa fille et prit le téléphone pour revoir des contrats, cette fois aux conditions de Pierre. Elle avait compris que les choses importantes ne s'achètent pas, elles se gagnent.
2 mois plus tard, Pierre et Léa vivaient dans l'aile est de l'hôtel particulier. Pas comme domestiques, mais comme famille élargie, terme qui sonnait étrange entre marbres et cristaux. Juliette marchait avec déambulateur, 5 pas le record. Chaque progrès était célébré comme de l'or olympique. Les soirs devinrent des rituels de whisky et confession. Pierre raconta Marie morte en 6 mois de leucémie, le laissant avec un nouveau-né. Isabelle raconta Charles mort avec sa maîtresse alors qu'elle découvrait être enceinte. 2 âmes brisées qui trouvaient une symétrie improbable. Le baiser arriva après que Juliette fit 10 pas consécutifs. Ils s'embrassèrent pour la joie et les lèvres se trouvèrent avec naturel de ceux qui s'étaient toujours cherchés. Ils se séparèrent effrayés, s'évitant 3 jours jusqu'à ce que les enfants interviennent. Léa et Juliette orchestrèrent un dîner forcé, pizza du supermarché et champagne, l'union impossible de leur monde. Elles ordonnèrent aux parents de dîner ensemble pendant qu'elles regardaient un film. 2 adultes acculés par de petites stratèges. Pierre rit d'abord, puis Isabelle. Le dîner fut le début de quelque chose d'indéfinissable. Mais le monde extérieur mordait. Les photos dans Paris Match titraient du venin, la milliardaire et le balayeur. La haute société parisienne bouillait de scandales. Au gala du Crillon, Christine de Polignac attaqua avec perfidie, appelant Pierre le nouveau passe-temps d'Isabelle. La réponse fut légendaire. C'était l'homme qui avait fait marcher Juliette quand 20 millions avaient échoué, et il valait plus que tous les millions dans le salon. Dans le taxi du retour, Pierre était admiratif. Isabelle avoua ne même pas savoir qui elle était avant lui, juste argent et contrôle. Maintenant, elle était la mère d'une enfant qui marchait et la femme qui tombait amoureuse d'un homme qu'elle ne pouvait acheter. Cette nuit-là, dans l'aile est, 2 mondes opposés n'en firent qu'un. L'attaque médiatique arriva féroce. Une vidéo de Juliette marchand vendue pour 50 000 € avec accusation infâme. Tout monté, Juliette jamais paralysée, Pierre acteur payé. L'Empire Montmorency sous attaque pour publicité mensongère. Henri Montmorency, le patriarche octogénaire, convoqua sa fille. Froid comme le marbre de son empire, il lui donna un ultimatum. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Choisir entre Pierre et l'entreprise, entre lui et l'héritage de Juliette. Isabelle sortit tremblante de rage, mais trouva pire chez elle. Journalistes assiégeaient, drones violaient, les enfants terrorisés. Pierre s'offrit à partir pour les protéger. Juliette fit l'impossible. Elle courut, trébuchant et tombant, jusqu'à lui. Elle s'accrocha en criant de ne pas partir, qu'elle allait mieux seulement grâce à lui. Isabelle prit le téléphone et convoqua une conférence de presse à l'hôpital Necker. La conférence de presse fut un événement épique. 300 journalistes, direct national. Le professeur Yamamoto présenta 8 ans de documentation irréfutable. La paralysie avait été réelle au-delà de tout doute. Isabelle parla d'une voix ferme. 20 millions avaient échoué. La guérison était venue gratuitement d'une enfant et d'un père qui croyaient au jeu. Si cela nuisait aux actions Montmorency, elle vendrait tout, mais pas la famille trouvée. Juliette se leva avec un effort titanesque et marcha jusqu'au micro. Elle dit simplement qu'elle ne marchait pas, et maintenant si, parce que Léa était son amie, et Pierre le papa qu'elle voulait. Léa cria qu'elle voulait Isabelle comme maman. Les flashs explosèrent non par scandale, mais pour l'histoire d'amour la plus pure. Henri Montmorency regardait en direct depuis son empire de verre. La secrétaire le trouva en larmes, événement jamais vu en 60 ans. Il ordonna le transfert immédiat de toutes les actions à Juliette. La guerre était finie, mais Pierre combattait encore ses démons d'inadéquation. Une nuit, submergé par le poids de ne pas mériter ce compte, il fit ses valises. Il laissa une lettre d'adieu, fuit à l'aube. Isabelle trouva le papier à 5 heures et réveilla les enfants. La chasse à l'homme le plus stupidement noble de Paris avait commencé. Ils le trouvèrent à la gare du Nord, assis sur un banc avec des valises en carton et le cœur brisé. Il était 7 heures. Les voyageurs couraient ignorants. Isabelle en pyjama de soie et manteau, Léa en pyjama licorne. Juliette qui marchait sans support pour la première fois, lente,
mais imparable. Léa courut en criant qu'on ne fuit pas l'amour. Juliette fit 92 pas, record absolu, s'arrêtant devant lui haletante. Elle menaça que s'il partait, elle arrêterait de marcher. Pas du chantage, mais la vérité. Elle marchait pour eux quatre ensemble. Isabelle s'agenouilla sur le sol sale de la gare du Nord, dans le pyjama à 3000 €. Elle lui demanda d'épouser la folle milliardaire amoureuse de l'homme qui nettoyait ses salles de bain. La gare explosa en applaudissements, les portables filmaient. Paris avait son compte. Pierre regarda ces trois femmes et dit la seule chose sensée, oui. Les préparatifs du mariage transformèrent l'hôtel Montmorency en chantier émotionnel. Pas l'événement à millions que tous attendaient, mais une cérémonie intime dans la chapelle familiale. Juliette s'entraînait chaque jour pour parcourir l'allée comme demoiselle d'honneur. Léa planifiait les fleurs avec précision militaire. Isabelle découvrait qu'organiser un mariage par amour était différent de celui par contrat social. Mais l'univers avait une dernière épreuve. Une enquête journalistique fouilla le passé de Pierre, trouvant un détail caché. Il avait un frère en prison pour trafic. La nouvelle explosa comme bombe atomique médiatique. Le beau-frère criminel de la princesse pharmaceutique, titrait la une. Pierre s'effondra. Il n'avait pas parlé de Louis par honte, le frère cadet qu'il avait tenté de sauver, qui avait glissé dans la drogue pendant qu'il travaillait pour maintenir l'épouse malade. Il l'avait visité chaque mois pendant des années en secret, envoyant de l'argent pour l'avocat. Isabelle le trouva refaisant ses valises, convaincue d'apporter seulement le déshonneur. Cette fois fut différent. Elle l'arrêta calmement et révéla son secret. Elle aussi avait un frère, Sébastien, mort d'overdose à 19 ans. L'empire Montmorency était né de la douleur. Le père avait construit les cliniques de désintoxication les plus grandes d'Europe pour expier l'échec de n'avoir pas sauvé son fils. Deux familles brisées par la drogue se regardèrent avec compréhension nouvelle. Isabelle proposa quelque chose de révolutionnaire, embaucher Louis quand il sortirait, lui donner une seconde chance dans la fondation. Pierre pleura, elle pleura, ils s'embrassèrent, pendant que deux enfants regardèrent depuis la porte, apprenant que l'amour véritable accepte aussi les ombres. La semaine avant le mariage, Juliette eut une rechute. Les jambes cessèrent de répondre, la panique envahit l'hôtel. Les médecins accoururent parlant de régression, d'attentes excessives. Juliette gisait dans le lit d'hôpital installé d'urgence. Léa tenait sa main. Pierre et Isabelle se relayaient pour la veiller. Ce fut Léa qui comprit. Elle chuchota quelque chose à l'oreille de Juliette, qui sourit faiblement. Elle courut vers Pierre et Isabelle, déclarant que Juliette avait peur. Peur qu'après le mariage, tout change, que la magie finisse, que la solitude revienne. Ce n'était pas une rechute médicale, mais une terreur émotionnelle. Pierre et Léa déménagèrent dans la chambre de Juliette. Pendant 3 jours, ils y vécurent, mangèrent par terre, dormirent sur des matelas, transformèrent la chambre médicale en fortin familial. Isabelle annula tout engagement, renvoya l'énième wedding planner qui protestait. La famille était plus importante que la cérémonie parfaite. Le 3e jour, Juliette se leva. Pas dramatiquement, mais naturellement, comme si le corps avait juste attendu que le cœur se calme. Elle marcha jusqu'à la salle de bain seule, se lava le visage, revint et demanda le petit déjeuner. Le miracle n'était pas de marcher, mais d'avoir surmonté la peur ensemble. Henri Montmorency arriva ce soir-là. Le patriarche, qui avait menacé et fait chanter, apportait maintenant un cadeau. L'acte de donation de toute l'entreprise à Juliette, avec Pierre et Isabelle comme tuteurs. Il s'agenouilla devant sa petite fille, demandant pardon d'avoir failli détruire son bonheur par orgueil et profit. Juliette l'embrassa, Léa se joignit, et le vieil empereur pleura en embrassant des enfants qui valaient plus que son empire. Le jour du mariage, Paris se réveilla sous une pluie torrentielle. Les wedding planners auraient paniqué, mais la famille Dubois-Montmorency rit. Juliette déclara que la pluie portait chance, Léa commença à danser dans les flaques en robe de cérémonie, Pierre et Isabelle se regardèrent et décidèrent que c'était parfait ainsi. La cérémonie fut intime et chaotique. Juliette marcha jusqu'à l'autel, tomba à mi-chemin, se releva en riant, déclarant qu'elle était maintenant comme tout le monde. Elle tombait et se relevait.
Léa perdit les alliances, les retrouva dans la mauvaise poche, fit rire tout le monde. Henri Montmorency accompagna sa fille en chuchotant que son mari valait plus que lui, car il avait enrichi la famille de la seule façon qui compte. Pendant l'échange des alliances, survint le dernier miracle. Juliette se leva spontanément et marcha jusqu'à eux. Elle ne vacillait plus. Les jambes, renforcées par des mois de lutte et d'amour, la soutenaient avec assurance. Elle prit les mains des deux et dit d'une voix claire qu'ils étaient maintenant une vraie famille, plus brisée mais reconstruite plus forte. La réception fut dans le salon, où tout avait commencé. Où Léa avait fait des culbutes sur le tapis persan, où Juliette avait bougé le premier pied, où deux mondes s'étaient heurtés pour fusionner. Il n'y avait pas 500 invités de la haute société, mais 50 personnes qui comptaient vraiment. Les grands-parents de Léa, Louis en permission spéciale, des médecins devenus amis, le personnel de l'hôtel qui avait vu le miracle. Pierre dirigeait maintenant la fondation Montmorency pour la rééducation pédiatrique, révolutionnant l'approche. Au lieu de seulement machines et médicaments, des enfants qui jouaient avec des enfants. Léa était consultante en chef, titre inventé qu'elle portait avec fierté. En 6 mois, ils avaient vu des progrès chez 20 enfants que la médecine traditionnelle avait abandonnés. 1 an plus tard, la famille dînait sur la terrasse. Juliette courait dans le jardin avec Léa, 2 sœurs par choix, qui avaient réécrit les règles de la médecine. Isabelle était enceinte, le ventre grandissant sous des vêtements enfin confortables au lieu de griffés. Pierre caressait ce miracle inattendu, le 2e enfant qu'il n'avait osé rêver. Juliette s'arrêta devant eux avec une révélation bouleversante. Elle était heureuse d'avoir été paralysée. Sans cela, elle n'aurait pas connu Léa. Eux ne se seraient pas trouvés. Cette famille impossible n'aurait pas existé. Parfois, les mauvaises choses mènent aux belles. Il faut juste attendre le miracle. Léa ajouta avec sagesse de petite philosophe qu'ils étaient la preuve que l'amour ne regarde pas l'argent ou les maladies, seulement les cœurs, et que le nouveau petit frère ou petite sœur serait très chanceux de naître dans une famille qui savait que les miracles existent parce qu'ils en avaient construit un ensemble. Tandis que le soleil se couchait sur Paris, 4 âmes que le destin avait brisées et que l'amour avait recomposées regardèrent l'avenir. L'hôtel particulier qui avait été mausolée de solitude résonnait maintenant de vie. Les tapis persans avaient des empreintes de petits pieds, les monnaies rivalisaient avec des dessins d'enfants, le piano, à 300 000 € était couvert de partitions gribouillées par de petites compositrices. Pierre pensa à Marie, qui aurait aimé voir cela. Isabelle pensa à Charles, qui n'aurait jamais compris que la vraie richesse était là. Mais le passé était fait pour enseigner, pas pour emprisonner. Ils avaient appris la leçon la plus importante. L'amour véritable ne s'achète pas avec 20 millions, ne se trouve pas dans les palais dorés, ne vient pas des titres ou des noms. Il vient d'une enfant qui fait des culbutes sur des tapis précieux, d'un père qui nettoie les salles de bain avec dignité, d'une mère qui apprend à jouer au Barbie, d'une enfant qui décide de marcher parce qu'elle a trouvé pour qui le faire. La caméra de sécurité enregistra la dernière scène de ce soir-là. 4 silhouettes sur la terrasse, Juliette et Léa courant en revenant sales de terre, Pierre et Isabelle les embrassant en riant. L'étiquette automatique du système signalait « Mouvement détecté, zone résidentielle ». Mais ce qu'aucune caméra ne pouvait enregistrer était le vrai mouvement. 4 cœurs battant à l'unisson, prouvant que les miracles existent. Ils ne viennent pas de médecine millionnaire ou de prières désespérées. Ils viennent de la rencontre impossible entre mondes opposés qui découvrent être faits pour se compléter. L'hôtel Montmorency n'était plus le palais de l'enfant paralysé et de la mère milliardaire. C'était la maison de Juliette qui courait, Léa qui riait, Pierre qui avait trouvé l'amour qu'il ne cherchait pas, Isabelle qui avait découvert la richesse qui ne se compte pas. C'était la maison où le miracle habitait, construit un pas à la fois, un rire à la fois, un jour impossible à la fois. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire a touché quelque chose de profond dans ton cœur. Les larmes que tu as versées pendant que Juliette faisait ses premiers pas valent plus que les 20 millions que sa mère a dépensés en médecine. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'important.
Mets un like à cette vidéo si tu crois que l'amour véritable peut créer des miracles. Ce n'est pas juste un like, c'est ta façon de dire que des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées. Et dans les commentaires, réponds avec sincérité. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais Pierre? Tu fuirais l'amour par peur de ne pas être suffisant ou tu te battrais pour cette famille impossible? Partage cette histoire avec cette personne spéciale qui a besoin de croire que les miracles existent. Nous connaissons tous quelqu'un qui perd espoir. Peut-être que cette histoire est exactement ce qu'elle a besoin d'entendre aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que tu mérites de recevoir chaque semaine des histoires qui te rappellent que l'argent ne pourra jamais acheter ce qui compte vraiment dans la vie. Et souviens-toi, parfois les plus grands miracles viennent des endroits les plus inattendus, comme les salles de bain du 3e étage d'un hôtel particulier parisien. Jusqu'à la prochaine histoire qui changera ta façon de voir le monde.